أبعاد الحدث ومواكبة بالتحليل مع أهل الاختصاص. فوكس على الكرم FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Tout d'abord, c'est en français. En français parce que nos invités sont des francophones d'Europe. Et quel invité? C'est son Excellence, le docteur Andreas Reinink, qui est l'ambassadeur de la République fédérale allemande. Docteur, monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter à Radio Caramel. Et aussi, nous avons un autre invité, monsieur Rachid Elftini, qui est le président ou le secrétaire général de Centre des Affaires. Alors, nous allons parler de plusieurs choses, de plusieurs volets concernant les relations et la coopération germano-tunisienne. Et j'aimerais commencer par vous demander, Votre Excellence, pourquoi l'Allemagne aide la Tunisie? Je peux vous donner une réponse un peu simple. Si la Tunisie va bien, l'Europe va bien, et si l'Europe va bien, l'Allemagne va bien aussi. Bon, permettez-moi d'expliquer un peu plus en détail. Oui, je vous en prie. La Tunisie est devenu un pays clé. C'est ici, dans cette ville, où un mouvement s'est développé, étendu dans toute la région arabe. Moi, j'étais l'ambassadeur allemand à la Syrie à l'époque. Et c'est en Tunisie où la population et le système est en train de développer un développement démocratique qui a pour but que la population, la majorité de la population se sent mieux qu'avant. Je définis ça d'une façon simple. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Si les Tunisiens se sentent bien, si on se sent bien chez soi, si les Tunisiens ne sont pas capables de travailler, d'avoir des revenus, d'exporter, ça contribue à une stabilité interne. Et nous, comme Européens, comme Allemands, on a besoin des voisins qui se sentent bien chez eux et qui sont forts. C'est pour ça que nous, on a cet intérêt d'aider à la Tunisie, parce qu'à la fin, ça nous aide aussi. Au moins, c'est une réponse franche qui mérite le salut. On n'a pas tourné autour du pot, c'est l'intérêt commun à tout le monde, à la Tunisie, au monde arabe, à l'Europe, donc à l'Allemagne aussi. Et je crois que l'Allemagne n'aide pas la Tunisie depuis hier, depuis longtemps qu'il y a des relations d'aide entre l'Allemagne et la Tunisie, non? Oui, on fait ça depuis longtemps, mais on a augmenté notre contribution énormément depuis la Révolution. Et c'est pas seulement cette réponse d'intérêt commun que je vous ai donnée, mais c'est une grande partie aussi une admiration pour le peuple tunisien. Moi-même, je suis ici depuis 5 mois et moi-même, je vis comment les Tunisiens sont en train de s'adapter à un nouveau système qui n'est pas évident, mais je trouve qu'ils vous le faites avec beaucoup de courage. Et c'est dans l'esprit ça, nous en Allemagne, on soutient aussi les Tunisiens, on a plein d'admiration pour le chemin que vous allez faire, que vous êtes en train de faire. On l'a parce que nous-mêmes, on a vécu dans notre propre pays qu'est-ce que ça veut dire de faire une révolution. Et je parle de l'unification de l'Allemagne en 1989. C'était la grande joie, l'euphorie, tout le monde était content. Oui. Et on s'est réveillé le lendemain et s'est dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Donc on sait quoi faire. Donc, parce qu'on connaît cette situation, on sait que le chemin est difficile. C'est pas seulement cet intérêt commun qu'il existe évidemment, mais c'est aussi cette admiration pour le chemin que le peuple tunisien fait. C'est pour ça, pour revenir au début de votre question, on avait toujours aidé la Tunisie depuis plein d'années, mais seulement pour vous dire les chiffres différents. En 2009, au 2010, le soutien annuel de l'Allemagne était de 37,5 millions d'euros. En 2012, c'est augmenté à 266,9 millions d'euros. Donc c'est multiplié avec 6. C'est ça. Voilà, donc vous voyez, on est ici depuis longtemps, mais en reconnaissant ce chemin que la Tunisie fait,
on est prêt à contribuer pour le bien de la Tunisie et aussi pour notre bien. Avant de rentrer dans le détail de la coopération, j'aimerais qu'on parle un peu de relations historiques. Parce qu'il y a des relations historiques entre l'Allemagne depuis des décennies, depuis des siècles, et la Tunisie. Il y a eu toujours des intérêts communs, des visites communes depuis longtemps. Quelque chose qui est assez connu dans la scène de l'art allemand, c'est un voyage de 3 peintres européens allemands très fameux, Paul Klee, August Macke et Moyer, c'est un Suisse, ici il y a 100 ans, qui sont revenus avec des tableaux qui maintenant qu'ils ont peints ici, qu'ils ont entré la beauté de la Tunisie en Allemagne. Et depuis lors, il y avait eu toujours des contacts très intensifs. Ça a été suivi par les touristes qui sont venus. Malheureusement, il y a aussi eu les combats sur les territoires qui étaient la Tunisie avant. Entre-temps, heureusement, on vient à une coopération de la façon qu'on la voit aujourd'hui. Donc il y a cette longue tradition d'une coopération amicale entre nos deux pays. Mais je crois que les relations culturelles et les relations historiques datent quand même d'un peu plus loin, avec Frédéric II, qui était un arabophone, qui était le roi de Sicile, et qui était aussi germanique, et qui a fait une croisade. Et il n'a pas attaqué, mais il a été faire la croisade parce qu'il y a un conflit politique entre la papauté et l'empereur. Et il fallait faire cette croisade, il a été faire la croisade, il n'a pas combattu, et on lui a présenté les clés de Jérusalem à l'honneur, et rentré en tout honneur parce qu'il a su comment faire les relations humaines entre lui-même. J'ai lu des livres là-dessus, et c'est un arabophone. Elle était élevée par des gens qui parlaient arabe. Et d'ailleurs, sur le blason de son cheval, c'était écrit en arabe, j'ai vu des dessins. Et donc, je crois que les relations germano-arabes ou germano-tunisiennes ne datent pas d'hier, depuis longtemps. Et peut-être, permettez-moi de faire une analogie entre l'allemand est très poétique. Moi, j'ai suivi des chanteurs, j'ai suivi des artistes allemands sont très poétiques. C'est un peu comme les Arabes aussi. Ils peuvent se comprendre là-dessus, le langage du cœur. Et le langage du cœur peut se transformer en langage de coopération humain. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a quand même les relations entre l'Allemagne et la Tunisie. Ce sont des relations assez privilégiées de ce côté-là, du moins. Vous avez raison, et c'est pas uniquement la culture, comme vous l'avez décrit d'une façon parfaite, mais c'est une question du respect mutuel. Si on veut être ensemble, coopérer ensemble, le respect mutuel de l'autre est clé. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est dans nos traditions bilatéraux. Pas toujours parfaitement, il faut aussi reconnaître que le passé n'est pas toujours glorieux, mais je crois qu'on a appris aussi des fautes généralement. Et si on parle d'une coopération entre-temps, je crois que c'est très important ce respect mutuel que nous en avons pour vous et vice-versa. Je crois que c'est une clé pour chaque personnage individuel, et les peuples aussi se rencontrent. Et pour revenir maintenant à la coopération après la Révolution, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos auditeurs comment est-ce que l'Allemagne, comment est-ce que le peuple allemand a découvert la Révolution tunisienne, et comment est-ce qu'il la voit maintenant? On a découvert la Révolution tunisienne par surprise. On ne l'a pas attendu. On était surpris. Mais on avait compris, comme je vous avais dit avant, parce que nous-mêmes, on était surpris par la révolution chez nous aussi. Donc, cette idée qu'on veut une liberté nous a convaincus. On sait que la liberté, c'est pas toujours facile. C'est tout un changement différent de l'approche, parce que la liberté inclut aussi la responsabilité.
Mais parce qu'on connaît, comme je vous l'avais dit, qu'on connaît ce chemin, le gouvernement précédent et le gouvernement actuel ont décidé de soutenir la Tunisie sur ce chemin lent, et on est prêt à aller ce chemin lent avec vous. Donc c'est pour ça, c'est l'approche qu'on a dit un peu plus tard, je peux vous expliquer un peu plus les détails. Oui. Et alors, cette coopération se fait à travers des organisations comme l'ex-GTZ et maintenant le GIZ. Monsieur Rachid Leftine peut nous en parler puisqu'il a de longues années de coopération avec cette organisation. Et merci pour m'avoir invité, en l'honneur de monsieur l'ambassadeur. Je tiens à dire une petite information que monsieur l'ambassadeur doit connaître, c'est qu'à Sidi Bouzid, on a une autre grande unité allemande qui est installée à Sidi Bouzid et qui emploie 1 millier de personnes, qui est Staib Jouet, une marque très connue chez vous. Ça fait une trentaine d'années qu'il existe et qui a participé dans le développement de la région, qui est l'une des plus grandes unités et qui fait travailler et fait vivre des centaines de familles. D'autant plus qu'elle est en train de se développer. Autant plus que Knopf, elle se développe encore et ça c'est un bon signe. Le mérite revient toujours aux Allemands qui ont beaucoup d'autres grandes unités de production en Tunisie, dans le câble, dans d'autres régions, et espérons un jour qu'il y ait une qui s'installe dans notre région. En ce qui concerne la coopération avec les Allemands à Sidi Bouzid, je l'ai indiqué à M. l'ambassadeur tout à l'heure qu'au niveau du centre d'affaires, avant même la Révolution, on a bénéficié d'une assistance au niveau de développement de l'entrepreneuriat. Ils nous ont aidés aussi à constituer ce qu'on a appelé le réseau des structures d'appui au développement. Ce réseau a été très actif après la Révolution parce que au moment de la Révolution, il y a eu une absence presque totale des dirigeants et des structures et des prises de décision. Et ce réseau, constitué d'intellectuels, de profs d'université, d'hommes d'affaires, à chaque fois qu'on lui fait appel, il se dit présent et il a proposé et il a accueilli les étrangers, les invités, tous ceux qui étaient éblouis par les révolutions tunisiennes, qui sont venus pour demander comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu une révolution. Et donc, s'il n'y avait pas, entre autres, ce réseau des structures d'appui qui était constitué, qui n'était pas une personne, mais était une force force de savoir et force de volontaires, on n'aurait pas pu peut-être arriver à ce stade du plan de développement de l'environnement durable à Sidi Bouzid, parce que c'était la genèse même de ce groupe de travail qui sont venus, qui nous ont écoutés. Et au début, on a même posé la question, parce qu'avant la Révolution, c'est vrai que la GTZ, son travail s'est focalisé sur la Grande Tunis et sur Sousse et sur les zones côtières. Rarement à l'intérieur, c'est peut-être par insistance du gouvernement allemand, dans le sens qu'il faut intervenir quand même à l'intérieur, mais nous, on a bénéficié quand même de cette formation. Et là, comme vous venez de le dire, de 37 milliards à 200 et quelques milliards, 6 fois le chiffre, et on sait très bien que la volonté maintenant, c'est d'aider surtout les régions de l'intérieur. Et nous, on est content aussi qu'un bureau régional soit ouvert à Kérouan, qui va s'occuper certainement de la région de Sidi Bouzid aussi, pour nous écouter un peu plus, pour être plus proche des structures d'appui, des citoyens, de la société civile et des organisations non gouvernementales. Je voudrais qu'on explique un peu aux auditeurs le type de coopération que l'Allemagne cherche. J'ai l'impression, si je me trompe, vous me corrigez, qu'il lance tout ce qui est gouvernemental allemand au niveau de la formation, au niveau de l'aide, de la connaissance, mais au niveau matériel, il lance le privé. Comme Léonie, comme Knopf, comme Steif, comme d'autres aussi. Vous savez, comme le centre de formation qui vient d'être ouvert aussi aujourd'hui à Meknassi, en fait, l'ambassade allemande lance un appel d'offres chaque année, je pense, pour un programme de travail de formation
au niveau de toute la Tunisie, pour surtout les entreprises privées, entre autres, et les associations qui ont un programme dont le but est de faire le développement, de développer l'entrepreneuriat, de créer de l'emploi, et surtout dans les régions rurales aussi. Nous, certainement, KNOF, ils ont fait une réponse affirmative parce que c'est l'une des plus grandes entreprises et parce que former 150 personnes par an à Sidi Bouzid pour un nouveau métier qui est le gypse, qui n'est pas connu, qui n'est pas développé et qui est très, très demandé, c'est extraordinaire parce que ces gens-là ne vont pas être des ouvriers, ils vont être peut-être des petits entrepreneurs qui vont avoir leur atelier et qui vont faire des chiffres d'affaires et qui peuvent développer une activité dont on a besoin. Ce dont on a besoin à Sidi Bouzid, c'est des entrepreneurs. C'est vrai que la mentalité entrepreneuriale n'existait pas trop parce que c'est plutôt l'esprit agricole qui domine. En même temps, à ce propos, 75% des habitants habitent à la campagne, donc c'est pas facile d'investir, d'avoir une petite idée de projet. Les gens ne voient pas beaucoup de réussite sur le plan local, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas des gens qui osent, donc ils n'osent pas eux-mêmes et ils ne prennent pas le risque d'investir. C'est avec des petits programmes comme nous on vient de faire, comme on a fait avec le centre d'affaires, comme on en fait aussi, parce que moi je préside aussi la CONNECT, la Confédération des entreprises citoyennes, et je suis membre du bureau national. On est en train de lancer tout un programme en coopération, en collaboration avec des structures comme ça. L'essentiel dans notre région, c'est développer l'esprit entrepreneurial et de participer dans la création de sa propre entreprise en exploitant les donations entre autres de la GIZ. Et sur ce plan, le centre d'affaires de Sidi Bouzid héberge la GIZ d'emploi avec M. Khaled qui préside cette mission, et c'est de là qu'on a pu travailler sur pas mal de plans. D'accord. Je reviens à M. l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a un choix fait par l'Allemagne, un choix de secteur de développement? Je cite, on a l'économique, mais l'économique peut être aussi culturel, peut être aussi financier, peut être plusieurs choses. Quels sont les secteurs privilégiés que l'Allemagne choisit pour faire le développement le co-développement avec la Tunisie? Ce n'est pas un choix que l'Allemagne a fait, c'est un choix qu'on a fait ensemble avec le gouvernement tunisien. Lequel? Actuel. Actuel. Oui. Il y a des rendez-vous, des réunions annuelles où on discute les projets, et on a développé un système en Allemagne à deux vitesses, si vous voulez. On a le système de coopération qui est mené par le ministère de la coopération allemande, mais ce sont des projets de long terme. On savait qu'il y a aussi des nécessités pour des réussites de court terme. C'est pour ça exceptionnellement le ministère des Affaires étrangères a aussi fait un projet, le Bundestag a accordé les finances pour faire quelque chose de court terme. Voilà, ça c'est une chose. Quels sont les sujets? Et chaque fois, les deux gouvernements se rencontrent et décident qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce que la Tunisie veut. Nous, on va offrir où on est fort. On va proposer quelque chose où on n'est pas fort. On dit, on va essayer d'établir ça. Alors, un sujet, c'est l'eau, tout ce qu'il a à faire avec l'eau, l'assainissement en l'eau ou l'eau potable, c'est une question où nous s'est engagés. On s'est engagé beaucoup dans la formation professionnelle. On commence à s'organiser aussi dans l'éducation supérieure parce qu'on est en train d'établir un projet sur une université tunésio-allemande. C'est à venir, on est en train de le développer. Actuellement, c'est surtout la formation professionnelle, mais on a aussi développé d'autres idées. L'agriculture, les régions. C'est le gouvernement tunisien qui nous a demandé. La région ici, de Sidi Bouzid, est une région où le gouvernement tunisien nous a demandé de nous engager, et nous le faisons avec un grand plaisir. En agriculture? En plusieurs choses. Et maintenant, oui, l'auditeur de Sidi Bouzid. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à Sidi Bouzid? Qu'est-ce qu'on va amener? Voilà. Bonne question. Alors, j'essaie de vous donner la réponse. Le secteur privé dont vous avez parlé, c'est un secteur que nous, je commence autrement, la formation professionnelle. On a maintenant deux projets de formation professionnelle. Un qu'on a inauguré aujourd'hui avec cette firme de plâtre Knof, qui est déjà là depuis 10 ans. On a cherché
ensemble, l'État allemand a cherché, avec des entreprises, allemandes ou d'autres, de créer la formation, parce qu'un jeune qui est mieux formé à la langue gagne mieux, tout simplement. Donc, l'entreprise Knauf qui est ici, l'entreprise Knauf avait intérêt, disait, nous, on peut former des plâtriers, qui devient un domaine de plus en plus complexe, qui soit, une fois qu'ils ont terminé la formation chez nous, peuvent de l'un ou l'autre travailler chez nous, mais la plupart vont avoir la capacité, avec les connaissances, de devenir un individuel, un entrepreneur individuel. Avec la formation de Knauf, on a découvert entre-temps que la Banque Solidaire est prête à donner aussi un crédit avantageux pour acheter l'équipement nécessaire. Donc, voilà un point de départ pour les jeunes. Pas nécessairement dans la région de Sidi Bouzid, ils peuvent peut-être vont aller ailleurs, mais ils peuvent le faire ici. C'est un exemple, parce que vous voulez trouver un exemple concret. On essaye de trouver d'autres exemples, mais ça ne sert à rien de décréter, voilà, on veut avoir 20 écoles ou 20 choses, il faut trouver une par une. C'est pour ça qu'on est en train de le faire ici. Deuxième chose, on est en train de développer ou soutenir le gouvernement tunisien de développer un projet régional dans la région de Sidi Bouzid. Pourquoi un projet régional? Il faut savoir ce qu'on veut. Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on va plus d'agriculture, plus d'industrie, plus ci, plus ça? Il faut avoir une certaine idée. Ce projet, on est en train de le terminer. Et une fois le plan est prêt, il faut évidemment le réaliser. Mais on est en train de terminer ce projet. J'en ai ramené un exemplaire ici. Oui, un scoop à travers Radio Karama. C'est quoi le projet exactement? Il consiste à quoi? Pour l'instant, c'est un projet régional qui détermine tous les projets qui sont que le gouvernement considère importants. Le projet que nous on appelle, j'ai ramené un exemplaire, c'est le plan régional de l'environnement développé durable. Donc c'est un mot un peu difficile, mais c'est un plan où ils sont définis avec l'ensemble des représentants des agriculteurs, des travailleurs, des l'UGTT, l'UTICA, etc. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Parce que c'est pas seulement l'État qui doit décréter, il faut aussi écouter aux gens. Donc, avec toutes ces informations, on est en train de le faire. On va, j'espère, terminer assez bientôt, dans quelques semaines. Ça sera la base de commencer à travailler avec les projets concrets. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, l'eau. Dans la région de Meknessi, on a décidé de faire, sur la demande du gouvernement tunisien, un nouveau puits pour améliorer l'approvisionnement d'eau. Et aussi dans d'autres régions ici, en tout, je crois, il y a 8 ou 9, mais c'est un ici dans la région. On veut financer avec l'aide de KfW, c'est la banque de développement des stations d'épuration. Donc ce sont des choses concrètes. Si vous demandez où est la station d'épuration, je ne le vois pas. Je peux dire aux écouteurs, vous avez raison, mais on ne peut pas mettre une station d'épuration n'importe où. Il faut réfléchir où est-ce que c'est l'impact sur l'environnement, etc. Donc ça, c'est en train d'être étudié. Et les idées, c'est de commencer 2015-2016. Donc vous l'avez de dire, ça dure si longtemps. Je vous dis, oui, peut-être, ça dure un certain moment, mais il faut le faire. Et nous, en Allemagne, on a la réputation de si on dit on va commencer, on termine aussi. Oui, parce qu'on a l'habitude ici à la radio de collaborer avec Deutsche Welle. Et ils nous ont formés à plusieurs reprises, nos animateurs, et nos professionnels de l'information, nos journalistes. Et on sait, l'esprit allemand, comment ça marche. Et on s'est habitué et on en est très content, je dois dire ça. Et quand vous dites c'est 2015, 2016, c'est demain. Nous avons attendu 3 ans, après ou 4 ans, après la Révolution, on peut attendre encore 1 an. Je crois que les auditeurs et les gens de la région ici du centre-ouest, donc Kasserine, Sidi Bouzid, Kérouan, ont de la patience. Mais ils veulent entendre des mots qui vont être exécutés réellement. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses et ils n'ont pas vu grand-chose, je dois dire. Oui, ils ont raison. Et ceux qui ont eu l'impatience, ils ont raison.
C'est pour ça on a, parce que des plans durent à un certain moment, on a en même temps développé des projets concrets. C'est pour ça le projet qu'on a avec la firme Knauf inauguré aujourd'hui, c'est un projet qui donne 150 la place pour 150 formations par an. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même un début concret, parce qu'effectivement on connaît cette réponse, cette attente de la population. On ne peut pas faire des miracles. Non. Ça aussi je veux dire, mais je crois que d'après ce que tous je vois que nous en faisons, on est en train de faire les travaux préparatifs. Vous attendez à juste titre, on a marre des préparatifs, on veut voir du résultat. Vous êtes certainement pas contents, les écouteurs, si je vous dis ayez un grand peu de patience, mais c'est ce que nous on a voulu faire, d'établir un processus où les besoins et les intérêts des gens sont respectés. C'est pas quelque chose qui se développe où les gens se demandent après, mais ça sert à quoi tout ça? Oui, donc ce processus est en train de se réaliser maintenant, et après de se terminer. Maintenant, les réalisations vont bien. Et surtout qu'il y a les élections qui viennent et qu'il y aura un parlement légitime qui durera 5 ans et un gouvernement qui durera 5 ans aussi. Donc il y aura des gens responsables et espérons qu'il y aura une stabilité politique. Parce que qui dit stabilité politique dit essor économique automatiquement, confiance aux investisseurs qui peuvent venir un peu plus. Je voudrais avoir votre avis en tant qu'Allemand sur la politique choisie du développement en créant des zones industrielles et ainsi de suite. Est-ce que c'est la bonne manière? On avait un projet qu'on vient de terminer sur l'analyse des zones industrielles en Tunisie, où le gouvernement, avec l'aide de quelques experts, avait identifié les zones industrielles qui sont bien gérées pour essayer d'attirer l'industrie là-dedans. Mais il faut savoir une chose, une zone industrielle par soi-même ne crée pas de l'emploi. C'est seulement le cadre important. Mais pour vraiment attirer une entreprise, il faut faire plus. Il faut que l'infrastructure soit correcte. Ça, c'est la tâche de l'État. Il faut que les gens soient bien formés. S'ils sont bien formés, il faut, comme on l'a fait dans le contexte de la firme Knauf, établir la formation. Donc, c'est ce genre d'approche qu'on a. Donc la zone industrielle en soi-même est un bon départ, mais elle ne suffit pas, parce que tout le monde, les entrepreneurs, aussi les syndicats, les responsables de la ville doivent créer les conditions pour une entreprise vienne. Je vais vous donner un exemple. Je vais en Allemagne et je vais dire, pourquoi est-ce que vous n'investissez pas en Tunisie? D'abord, il faut que c'est ma question que je vais vous voilà, poser. d'abord, il faut que je convainque, pourquoi pas en Tunisie, pourquoi pas en Vietnam, pourquoi pas en Maroc, pourquoi en Tunisie? Bon, je leur dis, écoutez, la Tunisie, c'est proche de l'Europe, la distance 2 heures en avion, et on pouvait produire quelque chose ici, just in time, qu'on peut utiliser tout de suite en Allemagne, en France, quelque part en Europe. Un avantage. Bon, les investisseurs disent, ok, ça nous convainc. Deuxième argument, bonne formation. Les gens sont bien formés, même s'il faut adapter la formation à l'actualité des produits, parce que les produits changent rapidement. Donc, une formation qu'on a eue il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui, il faut renouveler. Mais je sais que les Tunisiens sont prêts à aller ce chemin, pas tout le monde, mais beaucoup. Donc voilà, c'est l'avantage aussi. Donc les gens disent, bon, ok, ça nous convainc. Question numéro 3, stabilité politique. On le voit maintenant à des élections, il y aura, comme vous l'avez dit, il y a une situation. Il y aura une stabilité après. La 4e question, pourquoi est-ce qu'ils vont à Sidi Bouzid? Et pourquoi pas à Sousse? Pourquoi pas à Kasserine? Pourquoi? Et là, il faut que je lance la balle aux responsables de Sidi Bouzid. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il est bien ici? Le plâtre ou le gypse, on a vu une chose. Il y a les tomates, j'ai appris. Il y a l'agriculture. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une firme qui s'installe ici?
Des fois, ils disent parce que je trouve les gens sympas, ça existe aussi. Ou l'agroalimentaire, par exemple. Voilà, Très développé ici, voilà, mais il faut attirer. Et je vous dis ça parce que j'ai fait le même travail aux États-Unis pour les Allemands. Ils disent, écoutez, pourquoi est-ce qu'une firme américaine s'installe en Allemagne, dans la ville A? Donc il faut trouver des arguments pour. Ici, ce qu'on voit bien, que de plus en plus, les gens sont ouverts pour tout ce qui est les permis. Donc, il faut les permis qui sont nécessaires, absolument, mais on peut les donner dans un délai court ou on peut attendre 2 ans. Donc, si c'est dans les cours, les investisseurs disent « Ah, c'est intéressant, et il ne faut pas attendre ». D'ailleurs, quelque chose qu'on aussi peut apprendre des fois chez nous en Allemagne aussi, etc. Donc, je crois aussi c'est pour l'investissement concret, c'est aussi à la région de créer les emplois, créer les conditions. Une bonne route pour transporter. Ça, c'est pas à la responsable, ça c'est la responsabilité de l'État. Donc, c'est à vous de dire aux États, bon, est-ce qu'on fait la bonne route? C'est le chemin de fer, c'est l'autoroute. Voilà, c'est important. Est-ce que les gens sont bien formés? Il ne faut pas sous-estimer l'importance, surtout pour le travail de qualification, de qualité, la bonne formation. Aussi, vous avez ça, tout à fait un autre sujet, la qualité de vie. Je viens d'être à Sidi Bouzid, donc j'ai regardé un tout petit peu, je trouve que c'est une ville très sympathique, c'est très important. Oui, mais il n'y a pas d'hôtel, il y a un seul hôtel. Oui, bon, l'hôtel c'est une chose, mais il y a aussi peut-être d'autres choses qui font la vie agréable, parce que les gens de Sidi Bouzid, ils se connaissent. Mais si vous voulez attirer quelqu'un qui vient de quelque part à Sidi Bouzid, il faut lui dire pourquoi est-ce que vous venez. Donc, ce sont des choses qu'on peut créer ici, en ensemble avec les autres. Donc, c'est ce genre de travail qu'on est en train de faire. Rachid, là-dessus, je crois, la balle a été envoyée. Sidi Bouzid, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 26 lits, et s'il y a une délégation de 27 personnes, il y a une personne qui va dormir dans la rue. C'est normal pour la capitale de la Révolution? Comme M. l'ambassadeur vient de le dire, c'est-à-dire que c'est à l'État de faire pas mal de choses parce que si quelqu'un de Sidi Bouzid veut faire un hôtel à Sidi Bouzid et n'arrive pas à le faire, il n'aura pas de permis de construction, il n'y a pas de terrains qui sont aménagés, il n'y a aucun encouragement, on n'a pas les avantages des villes touristiques, donc c'est un investissement non rentable. Ce qui fait, personne, moi-même, l'autre, n'ose le faire parce qu'il ne va pas investir et perdre de l'argent. Un investisseur, il faut qu'il gagne de l'argent. Il ne vient pas pour le plaisir du Tunisien ou du Bouzidien, il vient pour rentabiliser son argent. Il a dit aussi quelque chose de fondamental et qu'on ne tient pas compte, c'est le confort de vivre à Sidi Bouzid. Je suis désolé, mais à Sidi Bouzid, le confort est au minimum, en dessous du minimum. Et est-ce que ce n'est pas aux autorités locales de planifier un système de bien-être à la population, commencer à la population, elle se sentira mieux, mais aussi à l'étranger qui vient et qui veut investir à Sidi Bouzid? Il y a un problème. Au niveau de l'administration tunisienne, en général, à Sidi Bouzid spécifiquement, tout est figé. Rien ne bouge et rien n'est fait pour attirer l'investissement ou pour résoudre les problèmes qui était la genèse même de la révolution, à savoir la régularisation des terrains, soit agricoles, soit industriels. Le fait de dire qu'il y a une usine industrielle qui a démarré pour son aménagement avant la révolution, que maintenant les travaux sont arrêtés et qu'il n'y a pas de permis de construire pour investir, c'est qu'il y a un problème et il n'y a pas une réaction de la part de l'État qui peut, nous on a insisté un peu avec M. le gouverneur, qui va donner des permis provisoires pour ne pas bloquer les dossiers des investisseurs qui sont là. Et vous demandez à un étranger de venir investir à Sidi Bouzid, il y a un vide que nous-mêmes on a soulevé au moment de l'élaboration du plan de l'environnement de développement durable, qu'on a soulevé, qu'on a dit que les recommandations pour un changement, pour qu'il y ait un développement durable et réel à Sidi Bouzid. Il n'y a rien qui peut encourager qui que ce soit, ni sur le plan régional, c'est-à-dire les investisseurs ou les hommes d'affaires de la région, ni ceux de la Tunisie, ni ceux de l'étranger. Mais c'est quoi? Où est le brin qui bloque l'engrenage? Il faut parler même de comment on appelle, le journal pour l'aide au développement qui va être fait, le code d'investissement. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas été élaboré.
moi, membre de la centrale Confédération des entreprises citoyennes, quand on a discuté ce projet, on a dit il vaut mieux garder l'autre parce que celui-là, il est pire. Il n'y a aucun encouragement, surtout dans les régions d'intérieur, qui permet d'inciter les gens à venir. Donc, il n'y a pas de nouveau code d'investissement. Et l'ancien code, il est déjà défavorable pour la région de Sidi Bouzid. Je fais une comparaison, c'est-à-dire que la prime d'investissement, elle était de 15%, et dans certaines régions côtières, elle est de 25%. Ce qui n'est pas normal du tout. C'est paradoxal. Donc, qu'est-ce qui va inciter le développement? C'est vrai que nous, on fait, comme j'ai parlé avec monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire que tout le monde fait des surenchères sur le développement, des ministres, des partis politiques, à tort et à travers, et à gauche, à droite. Oui, on fait. La réalité est autre. Assainissez la situation, faites participer les citoyens du Sidi Bouzid pour les écouter vraiment, pour dire qu'est-ce qui bloque. Et vous savez, le 17 décembre 2011, au moment de le premier anniversaire de la Révolution, moi-même j'ai assisté à une réunion avec les 3 présidents. Et j'ai insisté sur un fait, c'est que débloquer certaines situations comme le changement des terrains agricoles en terrain industriel. 3 ans après, monsieur l'ambassadeur, jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Mais enfin, et comment voulez-vous qu'un investisseur vienne, il passe, il voit le gouverneur prend le dossier, il part voir les ministères, 4 ou 5 à réunir, des mafias parfois, je dis, de part et de là, et rien n'est fait, donc l'investisseur il part. Et on a perdu des centaines d'emplois à cause de ça. Mais il n'y a pas une volonté politique derrière ça? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas de volonté politique jusqu'à maintenant. C'est vrai que le gouvernement était transitoire et le gouvernement qui venait, ils se cherchaient eux-mêmes, ils ne cherchaient pas le développement de la région. Et Sidi Bouzid, elle était même pénalisée par certains partis politiques parce qu'ils n'ont pas voté pour tel ou pour tel. Et donc, la révolution, pour nous, c'est comme si rien n'a été fait. On est encore pénalisé par cette révolution. Donc, il faut agir sur l'esprit des gens. Non, là, il faut montrer, et là, j'invite les citoyens à voter utile et à voter vrai, et ceux qui vont les écouter, et ceux qui vont vraiment défendre leur intérêt, avec un plan de développement national et régional qui répond à leurs besoins pour faire un saut de développement de la région. Mais Kennedy, quand il était élu, dans son premier discours, il a dit « Les Américains ne demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous, demandez ce que vous allez faire pour l'Amérique ». Est-ce que ce n'est pas la même chose ici, à Sidi Bouzid? Qu'est-ce que les cadres, qu'est-ce que les citoyens qui ont le pouvoir, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont pour faire pour leur région? Nous, moi je représente les entrepreneurs entre autres à Sidi Bouzid, mais on n'a pas trop. Et tout le monde se cherche et essaie de faire, mais il n'y a pas d'appui. Quand on dit qu'on n'arrive pas, pour certains entrepreneurs, à leur trouver les moyens d'amener leur apport personnel, leur capital social pour démarrer la société, c'est insupportable. Quand on sait que les banques même, au début, c'est vrai, oui, on aide, à part certaines banques de l'État, mais les banques ne donnent pas l'argent si tu n'as pas les garanties nécessaires. Et les régions de Sidi Bouzid, il n'y a pas des entrepreneurs, ils n'ont pas des terres, par exemple, où leur situation qui est réglée, qui peuvent les mentir pour avoir des crédits. Donc, on arrive à un cercle fermé. Nous, on a la volonté de travailler. Moi-même, je suis là, et j'investis encore, je ne suis pas sorti, je n'ai pas cherché à cacher mon argent. J'essaie de faire, même dans les moments de crise, quelque chose pour montrer l'exemple. Mais les autres, ils sont peu nombreux, et en même temps, ils n'ont pas trouvé les solutions pour avoir les crédits nécessaires pour le faire. Donc, je vous en prie. Donc, le tissu entrepreneurial de Sidi Bouzid est encore un peu faible. Il n'a pas d'expérience. Il faut qu'il apprenne aussi à se prendre en main et à savoir présenter les dossiers à la banque qui soit crédible réellement. Je vous en prie. Vous ne connaissez pas le Sidi Bouzid suffisamment, malheureusement, j'espère que je connaîtrai encore beaucoup plus, mais je crois que vous avez mis le point sur quelque chose qui est un problème partout au monde, pas seulement pour Sidi Bouzid. Ça veut dire, quel est le rôle de qui? L'État, à notre expérience allemande, doit créer le cadre. Alors, l'infrastructure,
la route. Il doit donner les terrains là où il faut. L'État doit choisir. Est-ce qu'il y a une certaine région qui est bien pour l'agriculture? Il ne faut peut-être pas la donner à l'industrie parce qu'il vaut mieux la garder à l'agriculture, mais il faut que les nôtres est mieux pour l'industrie. Donc il faut qu'il décide. C'est ça le cadre que l'État a donné. Il doit donner aussi tous les permis, faciliter les permis. J'ai un exemple d'un investisseur allemand qui était dans une autre ville en Tunisie qui voulait investir, et là, le responsable avait réuni tous les personnages qui devraient décider sur toutes les décisions sur l'électricité, sur l'eau, etc., etc. Dans la même salle, il dit voilà, quels sont vos problèmes, on essaie de les résoudre. D'ailleurs, un exemple que j'aimerais bien aussi avoir en Allemagne de temps en temps. Donc, ce genre de cadre, le secteur public peut faire. La décision pour ouvrir une entreprise ici ou là-bas, c'est aux individus de le faire. Mais croyez-moi, si un individu, si c'est un plâtrier ou si c'est une industrie, trouve la condition, il va venir. Pas de doute. L'exemple d'hôtel, je trouve, il est bien. C'est vrai, il y a besoin d'un hôtel. D'autre part, on ne peut pas attendre de quelqu'un d'investir tant de dinars parce qu'il y a 10 délégations par an qui viennent. Ça ne marche pas. Donc il faut réfléchir. Soit l'État dit exceptionnellement, je donne une subvention parce que je considère ça comme important, ou on essaie de développer autre pour attirer d'autres. Donc, je ne connais pas suffisamment bien Sidi Bouzid, mais je crois que c'est dans ce genre d'esprit qu'il faut penser, et à la fin, c'est vraiment l'individuel. Je ne connais pas la question de la culture ici en Sidi Bouzid. Est-ce qu'il y a un cinéma? Est-ce qu'on veut avoir un cinéma? Est-ce qu'il faut que ça soit un cinéma d'État, ou est-ce qu'il n'y a pas un individuel qui dit, voilà, je m'organise, par exemple? Ou la musique, disco, est-ce qu'on veut avoir un disco, est-ce qu'on ne veut pas avoir un disco? C'est un individuel qui peut le faire. Un groupe de jazz, est-ce que ça existe? Ou de la musique, une autre musique. Alors, il ne faut pas l'État pour ça. Croyez-moi, je suis fonctionnaire, je sais que l'État peut faire, mais je sais aussi que l'État ne peut pas faire ce qu'il me regarde aux individuels. Donc, je peux seulement encourager des gens. On a un système comme la solidaire de banque qui donne des crédits aux jeunes entreprises, entrepreneurs, parce qu'on dit, voilà, je trouve, c'est dit très bien quand l'ambassadeur dit ouvrir une discothèque, mais avec quel argent? Je n'ai pas d'argent. Donc la banque va vouloir des garanties. C'est là, de nouveau, où l'État il peut soutenir. Nous-mêmes, on est en train d'établir un système pour les petites et moyennes entreprises parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Il faut aussi aider aux jeunes, ou moins jeunes, d'ouvrir une entreprise, parce qu'il faut savoir le métier. On a plein de projets partout dans la Tunisie où les gens peuvent se présenter vers leurs idées, de bonnes idées. Une fois dans la bonne idée, qu'il faut développer, est-ce que c'est une bonne idée qui gagne l'argent ou pas d'argent? Il faut trouver l'argent, il faut trouver les sites, etc. Donc, de nouveau, pour revenir, l'État doit donner le cadre, ça c'est son rôle. Et dans le cadre, c'est nous-mêmes qui devons bouger. Il nous reste 8 minutes. Là, il a lancé quelque chose. Est-ce que les jeunes bardés de diplômes, Bac plus 1, Bac plus 8, est-ce qu'ils sont capables d'entreprendre et de gérer une entreprise à Sidi Bouzid? En toute franchise. Ils sont aussi intelligents qu'un Français, qu'un Allemand, qu'un Tunisien. Ça, c'est certain. C'est sûr. Oui. J'en suis persuadé. Non, l'expérience. Le problème, c'est le cadre. La capacité, c'est pas une capacité intellectuelle. Non. L'idée, ils sont même innovantes. Il y a pas mal d'idées innovantes. Il y a pas mal de gens qui sont très, très, très actifs et qui veulent faire. Le problème, comme j'ai dit, c'est-à-dire que l'esprit entrepreneurial est un peu faible. L'encadrement, il est trop faible aussi. Et les success stories dans la région, il n'y en a pas trop. L'appui ou l'assistance ou les subventions, elles n'existent pas. Il reste à dire un mot. En fait, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait la révolution, entre autres, dans des régions comme Sidi Bouzid ou les régions de l'intérieur. Dans les années 80-90, dans la tourmente de la mondialisation, notre pays, notre gouvernement, ils ont décidé de se désengager. C'est le privé qui doit tout faire. C'est vrai que le privé, quand il a la capacité, quand il a les moyens de faire, il peut faire, il doit faire. Il a fait à Tunis, il a fait à Ahmed, il a fait à Sousse, il a fait à Sfax. Pourquoi? Parce que l'État existait, elle a donné l'élan de développement, elle a formé des hommes d'affaires
qui travaille même à l'international. Et après, si tu le lâches, il va s'enrichir un peu plus, il va crier, il va passer. Nous, ils n'ont rien fait durant des années, même au niveau de l'infrastructure. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'il y a à Sidi Bouzid, des régions d'intérieur? C'était une réserve de main-d'œuvre pour les régions côtières, pour le monde. Tout le monde immigrait en France ou en Allemagne, ou il partait dans les régions où il y avait de l'emploi, à savoir le Sahel et autres. Et l'État, elle est partie. Ils n'ont rien laissé, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'entrepreneur, ils n'ont pas créé l'esprit d'initiative et l'esprit entrepreneurial. Et donc tu te trouves avec un vide. Ce qui fait, nous, et ceux qui ont réussi, ceux qui ont osé, comme moi, dans les années 90, ça a été difficile, mais j'ai réussi quand même. Il y en a pas mal. Peut-être ils n'ont pas trouvé les moyens comme moi, peut-être qu'ils n'ont pas osé comme moi, mais il y en a pas mal qui réussissent, et qui réussissent même à l'étranger. Et s'ils réussissent à l'étranger, pourquoi ils ne réussissent pas à Sidi Bouzid? Mais il manque, parce qu'il y a parfois le cadre de vie dont on en parle. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il n'y a rien, il n'y a pas un hôtel. Quand tu as un investisseur qui arrive, moi je le loge chez moi. Même, pour ne pas dire certains hôtels qui tu payes cher, mais ils ne répondent pas. Le service zéro. Donc, tu es obligé de trouver une solution. Tu fais loger à ce là des manifestations qu'on veut organiser et qu'on ne peut pas faire, ou on fait à la journée, on ne peut pas faire une nuitée dans la région. Et en parallèle, il n'y a pas l'État qui peut aider ou inciter certains spécifiquement avec des choses spéciales pour qu'ils puissent investir dans ce domaine. Monsieur l'ambassadeur, il reste 4 minutes, 3 minutes et demie. Je peux vous demander, qu'est-ce que vous avez vu à Sidi Bouzid? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil d'amis aux auditeurs, aux entrepreneurs, des gens de Sidi Bouzid? J'ai trop peu vu pour donner des conseils, c'est vraiment trop court. Mais c'est ce que j'ai vu, c'est l'entreprise Knof, qu'il est là depuis 10 ans, qu'ils ont établi avec les Tunisiens, les Sidi Bouzid, il ne faut pas oublier, c'est eux qui ont ça, ils ont construit quelque chose, et qu'il n'y a que des Tunisiens qui travaillent là-bas. Donc, c'est possible, numéro A. Numéro B, j'ai vu, d'après ce que j'ai vu ici, une région propre, plus propre que ce que je vois des fois à la côte. On va dire c'est important, j'ai dit oui c'est important, parce que c'est aussi la responsabilité de chacun de regarder un tout petit peu. Et ça, ça donnait à moi, peut-être l'expression superficielle, que les gens tiennent à leur contexte. C'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais je crois que c'est important. J'ai vu qu'il y a des arbres, c'est vert, c'est agréable comme contexte. Je crois que c'est émotionnel, mais il ne faut pas sous-estimer. De ça, il faut passer au courage de faire quelque chose. Vous avez fait en radio, c'est aussi un courage. Vous avez ouvert une entreprise, c'est aussi un courage. Pas chacun réussit, mais je crois qu'il y a la possibilité de ce courage. Et je suis sûr que des gens de Sidi Bouzid qui ont commencé avec ce mouvement énorme, ils auront aussi le courage de faire quelque chose. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Rachid Leftini, je vous remercie beaucoup. Radio Karama vous remercie et j'espère vous rencontrer à un autre moment. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. فوكس أبعاد الحدث ومواكبة بالتحليل مع أهل الاختصاص. فوكس على الكرم FM.